Bon, allez, on va essayer de dire des trucs. Je rapproche au max, comme ça tu auras peut-être plus de son direct. J'accroche un poster là derrière. Est-ce qu'on a un poster? Les gens ont remarqué qu'il y avait une cravate accrochée à toi. T'as vu les d'accord, commentaires? d'accord, très bien. Comment il s'appelle le député d'avant qui était ici? J'ai oublié. C'est la sienne? Ouais. Non. Si. On peut commencer là-dessus. Hein. Je vais essayer de faire un truc cinéma. Bon, on y va. Bonjour. On dit bonjour, qu'est-ce qu'on dit d'habitude au début? Donc, on m'a fait des remarques sur la cravate là. Vous observez bien tous les détails, que le lit n'est pas complètement fait, que ceci, que cela, et on m'a fait des remarques sur la cravate. Là, en fait, c'est pas ma cravate. Quand je suis arrivé dans ce bureau, qui avait été quitté par un député socialiste du Sud, j'ai oublié son nom, mais il m'avait légué sa cravate apparemment, donc voilà, donc c'est un leg et je le maintiens là à titre de symbole. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, ça risque d'être le dernier bulletin avant longtemps parce que moi je pars en vacances à la fin de la semaine pour une semaine, comme ça vous pourrez noter mauvais élève à l'Assemblée nationale parce qu'il y a encore une semaine de session extraordinaire la semaine prochaine. Et en toute transparence, oui, je vous dis que je prends une semaine de vacances avec mes gamins, mais je me remets au travail dès le 7 août, même avant ça, mais où je vais notamment aller à l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel dans ma circonscription. Et ensuite, comme Sylvain qui fait les vidéos, lui aussi part en vacances, et plus longuement pour le cours du mois d'août, je pense qu'on se retrouve à la rentrée. Alors, qu'est-ce qu'on va se raconter avant de partir? D'abord, je vais répondre à... alors, comment il s'appelle? Il y a un gars qui s'appelle Rodolphe, qui m'a posé la question, en gros, à quoi ça sert? Tu vois, il me demande, quel est l'intérêt d'une opposition aussi peu nombreuse? On pond des amendements, des propositions, on interpelle le gouvernement, bon, et en quoi ça sert aussi de faire les vidéos qu'on fait? Moi, je pense que, je vais repartir du petit truc de Gramsci qu'on a fait, hein, l'entretien avec Gramsci, on va pas gagner tout d'un seul coup. Je pense pas qu'on va avoir l'Elysée et puis c'est bon, on pourra faire tout ce qu'on voudra. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de bastions à reconquérir. Là par exemple, tu vois, je reviens d'une réunion en commission des affaires économiques, mais c'est évident qu'on a affaire à une pensée en face qui nous parle de levier de croissance, qui répète compétition, compétitivité, et c'est un certain nombre de mots qui sont rentrés non seulement là, dans la tête des députés là, mais qui sont rentrés dans la tête de plein de personnes dans la population, voire de la majorité de la population. Comment on fait pour reconquérir du terrain dans les têtes avant de pouvoir prendre le pouvoir et pouvoir faire quelque chose avec ce pouvoir? Et je pense que ça passe par là, ça passe par le fait qu'il y a des endroits où on peut s'exprimer et avancer une manière de penser qui est différente. Donc ça peut être la tribune de l'Assemblée nationale, ça peut être ce qu'on fait là maintenant, ça peut être un certain nombre de lieux comme ça. Mais je ne pense pas qu'on aura un jour une pointe avancée, genre l'Elysée, et que même si derrière on n'a pas pris un certain nombre de bastions, on pourra transformer la société. Ça, j'y crois pas. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des bastions intermédiaires à reconquérir, d'abord dans la tête des gens, et puis ensuite des lieux où on sent qu'on devient dominant et non pas qu'on est dominé. Bon, si ça déconne trop, bon, voilà. Ça c'était le... Donc du coup je vais continuer à le faire, mon bulletin, à passer des idées comme ça de temps en temps. Bon. Hier, en entrant à l'Assemblée nationale, j'ai été interpellé, salle des 4 colonnes, par des gens de France 2. Alors j'aime pas du tout moi la salle des 4 colonnes. Je me sens assez mal à l'aise, intimidé par toutes les caméras et tous les micros qu'il y a là, et qui un jour peuvent te poser une question sur la baisse du chômage, le lendemain sur ce qu'a déclaré le pape. Enfin vraiment, c'est vachement compliqué je trouve d'avoir les réactions comme ça à chaud, je sais pas faire. Donc mais ceci dit, là ils m'ont posé une question sur qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 € en allusion avec la baisse des APL. Et puis j'aurais dit oui, je verrai plus tard et tout ça parce que je n'avais pas la réponse immédiate. Et bon... Je voudrais revenir à une rencontre de la campagne, même plusieurs rencontres, où on voit très bien que les pauvres, ils comptent non pas à l'euro près, mais aussi ce qu'il y a derrière la virgule. Ils connaissent leur facture, c'est 60,95 € et ils savent te le dire. C'est 20 € par mois pour ça, mais donc il leur reste 3 € par jour pour la bouffe,
pour les vêtements, pour le logement. Je prends le cas d'une dirigeante du Secours populaire d'Abbeville, c'est son cas, elle a 3 euros par jour pour vivre avec ses enfants, son mari et tout ça. Donc évidemment, 5 euros pour elle, ça représente énormément. Et je dirais qu'il y a des gens pour qui 5 euros par mois, ça représente plus que si... ça serait moins douloureux si on prenait directement 32,5 millions d'euros par mois à Bernard Arnault. Je pense que pour lui, ce ne sont que des chiffres et ça se transforme en rien du tout. Et donc, je serais plutôt pour dire, mais qu'est-ce que c'est que pour Bernard Arnault 32,5 millions d'euros? Ça n'est qu'un chiffre. On pourrait lui ponctionner ça tous les mois, ça ne changerait rien. Parce que 32,5 millions d'euros, c'est à peu près ce que rapporterait, j'espère qu'on peut encore le mettre au conditionnel, la baisse des APL. Par ailleurs, on a affaire là à une politique qui est de toute façon massivement injuste, puisqu'on va baisser les APL d'un côté, augmenter la CSG sur les petites retraites, et de l'autre côté, on va baisser l'impôt sur les sociétés, baisser l'impôt sur la fortune, tout ça. Mais pour faire une remarque littéraire maintenant, ça me rappelle un texte de George Orwell qui est dans la Dèche à Paris et à Londres, où quand il vagabonde parce qu'il est condamné à la pauvreté, eh ben, son texte littéraire est truffé de calculs, parce qu'il est obligé, pour survivre, d'avoir une machine à calculer dans la tête qui dit bon, j'ai dépensé c'est bon, c'est une livre, il me reste tant, là je vais pouvoir dépenser une livre 50 comme ça, mais là je peux pas aller au café. Et on voit ces calculs qui apparaissent à l'intérieur du texte littéraire. Et je pense que ça c'est très fort, et que quand au sommet du pouvoir on dit voilà 5 euros qu'est-ce que c'est, eh ben, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui calculent oui, à l'euro près, comment ils vont pouvoir vivre, comment ils vont pouvoir ne pas s'endetter, comment ils vont pouvoir... voilà. George Orwell, c'était un auteur, mais il y a des tas de gens qui vivent comme George Orwell, avec des calculatrices dans la tête. Donc hier, j'étais à l'Assemblée nationale, mais on est allé à Foucherance. On ne prononce pas le S. Ah ouais, on ne prononce pas le S. On est allé à Foucherance, dans le Jura. Alors... je pense qu'on a vécu un super moment. Déjà, moi, ça me faisait bien de respirer avec les gens. Il n'y avait pas de merguez, c'est dommage, c'est un peu ce qui manquait. C'était le barbecue merguez. On nous a proposé du chevreuil, mais il était trop tard, on devait repartir. Donc, avec les aides-soignantes de la maison de retraite, les Opalines, enfin voilà, je pense qu'on a inventé un truc là, un mode d'intervention parlementaire un peu bizarre, mais qui est pas mal. On met des chaises en plastique sur un endroit de lutte et puis on vient entendre les lutteurs. On essaye d'étendre ça aux autres maisons de retraite, à du personnel des hôpitaux et ainsi de suite. Je pense qu'on a vécu un moment qui est original, qui est pas mal, qui va pouvoir nous donner des idées pour la suite. Donc je suis assez content de ça. Maintenant, je voudrais pointer un truc. Alors, il y a eu une réponse, je vais partir de ça, une réponse de la députée d'En Marche du coin, qui s'appelle Danielle Brulebois, qui par ailleurs est vice-présidente de l'Assemblée nationale, et qui a déclaré « Ces combats des professionnels de la gériatrie méritent mieux qu'une politique spectacle ». Politique spectacle, c'est moi et Caroline, quand on vient à Foucherans. Elle assure que le mouvement social actuellement en cours à l'EHPAD Les Opalines retient toute son attention et rappelle qu'elle a reçu le directeur général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté pour faire un point précis sur la situation vendredi dernier. Bon, j'entends que mon mode d'intervention, il peut être plein de maladresse, que je fais appel aussi à de la communication. Je me dis que c'est un poids dans la bataille, l'image qui est renvoyée du groupe Les Opalines, que le directeur il n'a pas envie d'être mis en cause comme ça, donc du coup il va devoir lâcher du lest face aux caméras de BFN et de LCI. Bon, j'entends que on peut me faire des tas de reproches sur mon mode d'intervention. J'essaye de l'adapter à chacune des situations et tout ça, mais qu'importe. Mais maintenant, par contre, c'est pas quand on fait rien ou pas grand-chose qu'on peut trop la ramener. Parce que Madame Danielle Dubois, je suis allé sur son blog, il n'y a pas un seul jour où elle est allée, alors sur son truc Facebook, là, vous pouvez regarder le truc Facebook, il y a Macron dans tous les sens. Il y a elle qui apporte l'écharpe tricolore pour inaugurer des choses dans les villages et c'est très bien. Bon, mais en revanche, il n'y a pas un moment où elle va sur un piquet de grève des Opalines. Il n'y a pas eu un moment où on la voit aller rencontrer le directeur. Alors peut-être qu'il ne faut pas de politique spectacle, mais comment on fasse de la politique tout court. Il faut se rappeler qu'on est au 115e jour d'un conflit.
Ça fait plus de 4 mois que ça dure. Ça veut dire que pendant toute la campagne, elle aurait pu s'y rendre. Elle aurait pu se rendre aussi là, depuis un mois qu'on est rentré. Il y avait largement de temps pour aller voir des gens qui, tous les matins, sont en train de souffrir sur le piquet de grève. Il ne me semble pas qu'elle l'ait fait. Je dis, il ne me semble pas. Je tiens à être... Mais je pense que du coup, ça doit... En fait, ce qui se passe dans ce conflit des Opalines traduit quelque chose de beaucoup plus large. Dont le comportement de cette députée est un symptôme, mais ce n'est pas le seul. Le ministère de la Santé a reçu une lettre le 30 juin. Alors, on est maintenant le 26 juillet. Dans un conflit qui dure, je l'ai dit, depuis des semaines. Ça veut dire que de toute façon, le ministère de la Santé, il aurait pu s'en auto-saisir de ce conflit-là, avant même la lettre. Il n'y a pas eu de réponse à cette lettre. Il n'y a pas eu le ministère de la Santé qui exige qu'on aille voir le directeur, qu'on aille voir les salariés, qu'on trouve au plus vite sur le piquet de grève une solution. Les interventions de l'ARS, de la même manière, ont été timides en la matière. Il n'y a pas eu un coup de poing tapé sur la table avec le fait d'imposer un médiateur. Finalement, le médiateur, là, il y a un médiateur qui arrive, mais c'est l'entreprise qui l'a choisi, et qui l'a choisi parce qu'on débarquait avec Caroline. Donc, ce que ça signifie, et on l'avait déjà vu pendant la loi travail, c'est comme si aujourd'hui, il y avait face à face employeur et employé, et qu'il n'y avait plus un tiers qui devait venir entre les deux, qui avait désormais une idéologie de la non-intervention de l'État dans les affaires privées. Et je pense que ça n'a pas été normal, ça n'a pas été naturel. C'était une grande conquête sociale, le fait que l'État puisse mettre un pied dans les entreprises, que l'État serve de médiateur entre les employeurs et les employés. C'était, je le rappelais, à l'Assemblée nationale, mais c'est venu après la loi sur le travail des enfants. Et quand les entrepreneurs ou leurs porte-parole qui étaient déjà à l'Assemblée nationale, les députés, parlait de ça, il disait attention, dans cette loi sur le travail des enfants, il y a une menace terrible. C'est que l'État va commencer à mettre un pied à l'intérieur de l'entreprise, par le biais de l'inspection du travail, qui va venir voir si on embauche ou pas des enfants, mais il va mettre un pied dans l'entreprise. Et on ne pourra plus pourra plus être maître chez nous, on ne pourra plus faire ce qu'on veut chez nous. Et je pense que là, aujourd'hui, on a une psychologie collective dans l'appareil d'État, chez les députés évidemment, mais qui est quand il y a un conflit entre un patron et des salariés, on ne doit pas aller y mettre son nez, on ne doit pas servir de médiateur. Et je pense que ça c'est nocif. Je pense qu'au contraire, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour les salariés, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille rétablir le dialogue. Et en toute modestie, je pense que c'est ce qu'on a contribué à faire, avec sans doute des tas de maladresses qu'on pourra nous reprocher. Mais voilà, là, à mon avis, il y a une idéologie ambiante qui se traduit dans la loi travail, mais qui se traduit dans plein de gestes de non-intervention quotidien. Bon, bah là, je ne sais pas si j'aurai le temps d'intervenir cet après-midi à l'Assemblée nationale donc, sur mes amendements, mais je voudrais intervenir sur autre chose. C'est combien il est grotesque d'avoir une loi de moralisation ou bien de confiance ou de machin, ils ont trouvé des tas de mots différents, mais avec au même moment Emmanuel Macron, président de la République. C'est vraiment la paille dans l'œil des parlementaires et pas la poutre dans l'œil de la présidence. Parce que quelle est la carrière de Emmanuel Macron? C'est un inspecteur des finances qui était à la commission Attali, qui rentre chez Rothschild. Pourquoi? C'est dit, un banquier d'affaires, ça a besoin d'un carnet d'adresses. Le gars il était à la commission Attali, l'inspecteur des finances, il a un carnet d'adresses qui est blindé. C'est pour cette raison, on lui achète son carnet d'adresses. C'est pour ça qu'il va pantoufler dans le privé. Il y est invité, notamment par Serge Weinberg, le PDG de Sanofi. On va revenir longuement à l'automne sur Sanofi. Mais là, on sait que Édouard Philippe, il a fait une visite d'ordre semi-privé à l'invitation du lobby patronal, le cercle d'industrie, auprès de Serge Weinberg, sans en avertir les salariés, sans en avertir les médias. L'une des premières décisions qui est prise, c'est quand même de manière forte d'étendre le nombre de vaccins. Je ne me positionne pas du tout sur le fond. Je dis juste que là, on peut se dire, quand on a Serge Weinberg qui fait entrer Macron chez Rothschild, qui est présent à la passation de pouvoir à l'Élysée entre Emmanuel Macron et François Hollande, il y a
du conflit d'intérêts qui est dans l'air. Il y a de l'ordre de rapprochement personnel et de choix politiques qui peuvent être subodorés. Donc ça, c'est la première chose, mais aussi chez Rothschild, Emmanuel Macron traite du cas Lagardère. Il vend ses journaux à l'international. Quand il se retrouve à l'Élysée, qui traite la vente des actions? Donc ça lui a rapporté, quand il était chez Rothschild, ce sont des deals qui ont rapporté beaucoup d'argent. Ça se compte en centaines de milliers d'euros. Bon, quand il se retrouve à l'Élysée, qui traite de la vente des actions EADS par Lagardère? Qui permet à Lagardère d'engranger 2 milliards d'euros? C'est Emmanuel Macron qui traite de ce deal-là. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme problème? Quand on l'a eu à Lagardère comme client à la banque Rothschild, qu'on se retrouve ensuite dans le public à l'Élysée parce qu'on a fait le chemin arrière et qu'on traite de ce dossier-là. Et à la suite, quand on devient candidat de la République, à la présidence de la République, on se retrouve avec des unes en série du journal du dimanche. Donc ça, c'était le Canard enchaîné qui a sorti ça la semaine dernière, sur Macron, maître espion, comment Macron séduit le monde, le dynamiteur, Macron le dynamiteur, enfin voilà, on a moi président, il faut se rappeler que c'est pas un quotidien, c'est un hebdomadaire, donc pour en avoir autant que ça, sécurité, identité, les réponses de Macron, enfin voilà, on en a encore d'autres. Hein. Ce que j'ai dit à Donald Trump, bon voilà, on a la saga Macron par quelqu'un qui a traité le dossier Lagardère quand il était chez Rothschild. Est-ce qu'on ne peut pas subodorer là du renvoi d'ascenseur? Donc voilà. Donc là, traité, moi je l'ai dit, mon mandat est révocable. Mes réserves parlementaires, je souhaite les faire gérer par un jury populaire. Je me mets au SMIC, donc voilà pour ce qui est de mon cas personnel, mais de mettre ça au cœur du débat politique en matière de confiance, de moralisation et ainsi de suite, quand on a Emmanuel Macron qui est à la présidence de la République, ça me paraît vraiment être traité le petit caillou plutôt que de traiter la grosse montagne qu'on pourrait avoir à affronter. Enfin, patrimoine. Ah oui, patrimoine. J'ai fait ma déclaration de patrimoine. Vous verrez, je pense qu'on va mettre un papier en ligne. Quel est mon patrimoine aujourd'hui? Il est donc je suis pas millionnaire. Parce que ça avait été dit notamment par le Canard enchaîné qui espérait ça pour moi. Je possède aujourd'hui, je crois, à peu près 130 000 euros. Non, c'est pas ça. Tu te souviens plus du papier? Tu veux que je le ressorte? Ah, je surveille ça de près. Hein. Bon, je l'ai. Voilà, c'est ça. Bon alors, je suis obligé de lire parce que je me souvenais plus combien j'avais. J'ai rien en immobilier. Je suis pas propriétaire de ma maison qui appartient à mes parents, où j'ai un loyer modéré, ça depuis des années. En revanche, j'ai 80 000 euros sur mes livrets de caisse d'épargne et j'ai fait un prêt familial de 50 000 euros. Donc ça me mène à 130 000 euros. Comment j'ai obtenu ça? Par souci de transparence, j'ai pas gagné au loto, ni touché un héritage. C'est dû à une dizaine de bouquins, notamment 2-3 qui ont pas mal marché, à des années de radio à France Inter et à un licenciement négocié avec Radio France, à des cachets tirés de Merci Patron. Ensuite, pour l'instant, je n'ai touché de Merci Patron que 10 000 euros. Ce qui veut dire que normalement, je devrais recevoir 200 000 euros supplémentaires, dont 100 000 euros. Il me restera sur ces 200 000 euros, il me restera 100 000 supplémentaires après impôts et cotisations. Donc tout ça, c'est pas mal. Hein. Alors pourquoi je ne reçois pas plus pour Merci Patron, puisqu'on avait dit que normalement, je devais toucher 1 million d'euros. D'abord parce qu'il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Il y a des tas de gens, il y a une société de production, une société de distribution, il y a tout ça. Et ensuite parce qu'il y a un choix qu'on a fait, qui est de monter une société audiovisuelle à but non lucratif, plutôt que de m'enrichir personnellement, que ça soit juste, donc il n'a pas le droit de verser dividendes, dont je ne suis pas le gérant, dont je ne touche aucun euro, mais qui doit permettre d'être une réserve
pour effectuer un futur film dans de meilleures conditions. Donc voilà un peu le choix qui a été fait, plutôt que de m'enrichir davantage personnellement. Alors ça, j'ai calculé que ça me mettait dans la moyenne, je suis médian, dans les ménages français, je suis médian. Alors on va voir si je suis médian aussi parmi les parlementaires. Bon, maintenant, c'est clair que j'ai jamais prétendu être un fils du peuple, ni avoir un patrimoine d'un homme du peuple. Donc voilà, écoutez, si vous trouvez que c'est trop, de toute façon je paierai les impôts en conséquence ultérieurement. Voilà, donc je suis bien loin du million, on va voir si j'y arrive par des futures super productions. Et j'ai un super carrosse, j'ai un berlingot, et j'ai oublié de déclarer mon berlingot que j'ai acheté 5 000 € en 2012, donc normalement on doit être, d'après l'Argus, aux alentours de 2500 € sur le berlingot. Voilà. Après, pour les conflits d'intérêts, je reviendrai dans une prochaine séquence à la rentrée, parce que j'ai pas eu le temps d'écrire le papier. Bon, adé les gens. Je pique des trucs à Mélenchon.